Hey, salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Tire-toi une bûche. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Moi, de mon côté, vraiment, j'ai eu une belle semaine. J'ai enregistré 3 podcasts cette semaine. Ça va être 3 super bons épisodes. J'ai vraiment hâte de vous les faire entendre. En attendant, je tiens encore une fois à remercier Martin Levac. Martin qui m'aide avec la technique, qui me donne des conseils. Donc, si vous voulez l'encourager, le martinlevac.com, ou vous pouvez aussi aller sur Facebook ou sur YouTube pour le suivre, puis pour aller écouter ses vidéos, voir qu'est-ce qu'il fait. Et le Studio Bapom, bien sûr, l'endroit où on enregistre le podcast à chaque semaine. Donc, cette semaine, je ne sais pas trop quoi vous raconter. Je vais juste vous parler d'une petite partie de ma vie. Quand j'étais en 2 jobs, j'ai travaillé peut-être 6 mois comme représentant d'aspirateur Filter Queen. Pour ceux qui ne savent pas c'était quoi, là, c'était supposément des appareils révolutionnaires qu'on vendait 1839,95 avant taxe. Je pense qu'avec les taxes, ça montait à 2096, quasiment 2100 pièces. Financé par Beneficial, avec des taux d'intérêt qui n'avaient pas d'allure pendant 3 ou 5 ans, je ne sais plus trop. Donc, pendant les quelques mois que j'ai travaillé, écoute, j'ai vu des affaires qui ont juste pas d'allure. Je suis arrivé à une place où la dame m'attendait en déshabillé, en petite lingerie. Puis elle restait tout le long en lingerie, me regardait faire ma démo, puis après ça, faire mon pitch de vente, essayer de vendre un aspirateur. Je pense qu'elle s'attendait à autre chose, mais j'étais probablement juste trop con ou pas assez éveillé pour me rendre compte de ce que la madame voulait. À part ça, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu des endroits où c'est pas une balayeuse, ça prenait que c'était un lance-flamme. Il y a un monsieur, un soir, on est arrivé là, on était 2 ce soir-là. Il nous a fait fumer un joint avant, juste pour voir. Au final, il l'a dit après, il dit, en gros, je voulais pas acheter de balayeuse, mais je voulais voir qu'est-ce que ça avait l'air 2 gars qui essayaient de se débrouiller à faire une démonstration buzzée. Merci les gars, j'ai eu du fun. Fait que, à part ça, j'ai une madame qui m'a donné un chien en échange contre un rabais sur un aspirateur. Il y a un monsieur, à un moment donné, qui était tanné de nous autres. On s'est sauvé de l'an courant parce que tout ce qu'il voulait, c'était nous sacrer une volée. Écoute, dans un si petit laps de temps, j'ai vu énormément de trucs qui n'avaient pas d'allure. Mais ça a été quand même une période relativement cool. J'ai eu du fun. Cette semaine, j'ai eu le plaisir, l'honneur de recevoir Marco Cagliari. Moi, j'ai commencé à écouter du Anonymous dans leur début, à la sortie de leur premier album Ni vu ni connu. Puis après ça, j'ai suivi Marco pendant sa carrière avec Anonymous. Là, il fait de la musique italienne. Fait qu'il est venu nous parler de ses débuts en musique, d'où la pulsion, d'où le besoin de se mettre à faire de la musique en italien est venu. On a parlé de son épluchette de bédaine qu'il fait chez eux, de son concours où il va amener du monde en Italie avec lui. Donc, c'était vraiment un bel épisode. J'étais vraiment content de rencontrer Marco, puis ça a été vraiment super de fun. Puis à la fin, on a eu un extrait de son dernier album. Ça vaut la peine d'être écouté. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et à la semaine prochaine. Au revoir. Moi, ça m'avait impressionné. Là, quand la première fois, j'avais entendu parler d'Anonymous à JE. Là. Tu sais, je me souviens encore, il vous avait demandé c'est quoi votre paye à soir. Puis la réponse, c'était une caisse de 24. Ouais. Ça, c'est resté. C'est malade. Écoute, je me souviens comme c'était hier. Là, je pense que c'est encore de même. C'est le Backstreet. Ben, c'est encore de même. Oui, puis non. Pour les jeunes qui commencent, puis le métal, c'est pas... Oui. L'affaire, c'est un métier qui est pêle-mêle. Tu sais, je veux dire, il y a encore plein de monde qui te demande de jouer gratuitement. Plein. Oui, mais ils te payent en exposure. Plus capable. Non, mais tu sais, c'est ça, pareil, on l'entend encore. Oui, on l'entend encore. Mais moi, j'ai Louis facile parce que j'aime ça jouer. Puis j'ai eu l'opportunité de quand même faire bien des shows puis des trucs
En dehors, ben pas en dehors, mais tu sais, j'ai eu des opportunités. Puis moi, aussitôt que je peux jouer, je joue, tu sais, c'est tout. Puis j'en fais encore des trucs gratuits. Underpaid, j'en fais encore même beaucoup. J'ai des appels tout le temps. OK. Mais à un moment donné, c'est dur quand est-ce que tu mets la limite, tu sais, OK, là, écoute, je peux pas aller jouer gratuit. Ou je peux pas appeler mes musiciens et venir jouer gratuitement quand ça marche pas, là, tu comprends? Fait que on va commencer par moi, qu'est-ce que t'as pour moi, puis de là, je vais te dire si je peux y aller tout seul et d'amener du monde, tu sais. Parce que toutes les causes sont bonnes. Hein. Là, je viens de me faire appeler pour une levée de fonds pour faire des plaques commémoratives sur les tombes des patriotes qui ont été enterrés en Australie. Imagine, okay. Ça va loin. C'est là. loin, ouais. Là, il appelle Marco Cagliari pour faire un show bénéfice en lien avec ça. Le lien est vraiment loin, là, mais tu sais, je veux dire, je respecte énormément en fait l'histoire, premièrement. Cette histoire-là, oui, mais je veux dire, qu'est-ce que ça n'a aucun lien. Je veux dire, tu vas annoncer Marco Cagliari, il chante pour les Patriotes, ça marche pas, là. C'est quoi le lien? Ouais, peux-tu venir chanter en français? Je dis, ben non, c'est pas ma démarche artistique. Non. Fait que j'irai pas faire ça. Appelle Alexandre Béliard. Man. Appelle Jérôme Charlebois, peut-être, je sais pas. Daniel Boucher. Ben, il m'a appelé parce que c'était un ancien métalleux, puis en fait, c'est un producteur métal. Puis, OK. Mais j'y aurais dit oui, mais je trouvais le lien était trop loin, je trouvais. Puis j'irais pas apprendre des tonnes québécoises, francophones pour pas de sous, tu sais, ou presque pas de sous, là, ça marche pas. Là. Ouais, pour la fête nationale, peut-être, si on me donnait un mandat précis ou avec un cachet, tu sais. Là, OK, je dis, je vais me faire plaisir de chanter Claude Léveillé puis les colocs puis whatever, là, mais là, c'est trop loin, là. Ça. As-tu déjà fait de toute façon avec les reprises italiennes? Là? Exactement, ça, c'est une autre chose que j'y ai dit, tu sais. Ça, j'irais le faire, tu sais, parce que c'est ma démarche, puis j'ai pas fait cet album-là pour personne d'autre que moi, comment je peux dire, ma réalité où je trouve que l'italien passe à côté de tout ce qui est poésie québécoise et musique québécoise. Donc, je l'ai fait moi-même, sans subvention, sans aide de personne. Personne ne m'a demandé, Marco, peux-tu inspirer ta communauté à être plus francophone ou à apprécier plus la francophonie? Et puis, j'ai pas eu ce cas-là. Je l'ai fait parce que je trouvais qu'il y avait un manque énorme. Ouais. En tout cas. Oui, mais ça représente, tu sais, c'est... Les patriotes représentaient le multiculturalisme aussi à l'époque. Oui, totalement. Écoute, des liens, on aurait pu en faire plein, mais c'est ça. C'est too much. Là. Oui. Bon, ben, gars. Bienvenue, Marco. Attire-toi une bûche, Marco Cagliari. Merci. Beaucoup. Trouvé la place? Oui, mon GPS, il voulait pas m'amener à la colle. Non. Il voulait vraiment pas m'amener à la colle. Non, au moins t'es là. Je suis là et bien heureux d'être dans ce merveilleux endroit. Oui. Fait que c'est ça, moi, comme je t'expliquais tantôt, j'aime ça, connaître l'histoire des gens. Tu sais, ce que je sais un peu de toi, c'est que tu sais, t'es né d'une famille italienne qui ont émigré au Québec, puis t'as grandi dans un quartier multiculturel, puis t'as commencé à triper à faire de la musique avec tes chums, puis tout est parti de là en réalité d'un trip d'ado. Un trip d'ado, jeune ado à 14 ans. Mes meilleurs amis d'enfance et moi, ben, tous des enfants de la loi 101 du quartier Saint-Michel. Carlos Araya qui est arrivé à l'âge de 6 ans du Chili. Et les deux jumeaux espagnols, Daniel et Oscar Souto, fils d'immigrants espagnols de Barcelone. Eux, ils sont nés à Montréal comme moi. Mes deux parents sont nés en Italie et ils sont arrivés ici en 61. Moi, je suis né en 74. Fait que tous des amis d'enfance à apprendre l'école, à apprendre le français dans nos écoles, l'école Saint-Damas pour être plus précis. C'est à la rue Everett à Montréal. Et à un moment donné, c'est ça, à triper sur les mêmes sports, les mêmes musiques, les mêmes trucs. Puis à un moment donné, sortir un vinyle de Kiss, puis d'Iron Maiden, puis de la famille à Carlos, c'était plus rock'n'roll, disons, entre guillemets. Carlos s'est tapé un show de Black Sabbath à 8 ans live avec Ronnie James Dio au vocal. Et donc, c'est ça, lui, a amené un peu
En fait, on dirait qu'on a amené tous une petite influence. Moi ma soeur m'a amené un peu de Def Leppard puis de Loverboy. Loverboy, c'est pas vraiment heavy metal, mais il y a comme un côté rock assez guitaristique, si je peux dire. Et de là, on mélangeait nos trucs ensemble, nos influences. Et à un moment donné, Carlos Araya trouve une guitare électrique dans la poubelle. Devant chez lui, sa 17e, puis je l'ai comme un peu hérité. Hérité. Et j'ai mis des pick-up dessus, puis là, on se trouvait des amplis, des affaires cheap, là, comme ça, pas de sens. Carlos, sa première batterie, ben, il avait pris des seaux en plastique, puis il avait mis du tape transparent. Son père, il travaillait pour 3M. Okay. Le scotch tape 3M. Fait qu'il revenait de la compagnie avec toutes des fins de bobines. De bobines, fait que là, surtout les transparentes. Puis là, Carlos, lui, il se faisait des pots en étirant. Écoute, c'était malade, là. Fait qu'il s'est fait un genre de drum, puis là, il tapochait sur ça. Puis Carlos était comme déjà bon en partant. C'était un bon tapocheux. Il savait déjà ce qu'il faisait, tu sais. Puis le vrai jour 1 de Anonymous, le groupe qu'on a créé ensemble, les 4 amis d'enfance, c'est le 28 janvier 1989. Parce que c'est la date où Carlos a reçu un vrai drum pour sa fête, qui est en décembre. Mais c'est ça, son père, qui avait un travail très modeste, écoute, il avait tout sauvé ses sous pour acheter un drum à son fils. Puis, wow. Et là, ça a débuté. Fait que là, on commence, là, on était rendu, à cette époque-là, les parents, Carlos avait déménagé une petite maison bien modeste dans Saint-Léonard. Puis là, dans le sous-sol, la première été, là, l'été de nos 14 ans, écoute, on faisait rien que ça. On jammait, on faisait du bruit. on montait AC/DC, Metallica, Slayer, Iron Maiden. Puis on composait nos premières compos vraiment très, très cucu. Puis on s'était toujours dit, on va trouver un chanteur. Mais en attendant, on va chanter Oscar puis moi. Fait que ça a été ça longtemps. Fait que là, on avait chacun un peu nos covers. Tu sais, moi, je chantais les Metallica, puis Oscar, il chantait les Slayer. Puis c'est ça. Fait que ça a monté de même. C'est vraiment des vrais chums. Tu sais, qu'on faisait beaucoup de choses avant de faire de la musique. On faisait tout ensemble. On a même eu un jardin. Et ça, c'est malade. Ça, c'est un scoop. Ça, c'est vraiment drôle. On a même eu un jardin au jardin botanique, les petits jardiniers de Montréal, je sais pas quoi. Okay. Puis à chaque jour, ou à chaque, je sais pas combien de jours, on descendait puis neuf, puis on allait à notre petit jardin qui tuait nos radis puis nos carottes. C'est malade, c'est Anonymous, là, on parle. Oui. Fait que c'est tellement drôle. Fait que tout ça pour dire que c'est ça, on a tout fait ensemble. Là. C'est ça. Toutes vos premières expériences. Toutes nos premières expériences. Toutes les bons, les mauvais coups, puis on n'était pas si mauvais que ça. En fait, on était vraiment très gentils à comparer à bien du monde. On n'était pas très... tu sais, on n'était pas dans la débauche. Anonymous, ça n'a jamais été la débauche. Oui, à un moment donné, c'est sûr qu'on a tous 20 ans, puis on a viré une coupe de brosse. Puis moi, j'ai jamais fumé de joint, fait que j'aurais pu fumer tous les jours de ma vie, mais c'était pas mon dada à moi, puis je dis pas que les autres ont pas fumé, là. Ils fument de temps en temps, puis il n'y a rien là. Mais on n'a jamais été dans les drogues dures, puis des affaires de même, puis des vrais problèmes d'alcool, puis des affaires de... On n'est pas vraiment un sujet à faire un film biographique, disons, à la Motley Crue. Ouais. T'as-tu vu le film? Je l'ai vu, c'est épouvantable. C'est incroyable. Ah non, mais c'est l'image que le monde se fait. C'est l'image que le monde se fait aussi. Ceux qui connaissent pas le métal, ils pensent que c'est juste du monde qui font des mauvais coups, qui sont gelés puis chauds à longueur de journée, tu sais. Nos parents qui se connaissaient tous parce qu'on a tous fait les primaires ensemble, les secondaires ensemble. Donc, nos parents se connaissaient. Quand on a avancé dans le projet Heavy Metal, c'est sûr qu'en fait, au côté de mes parents, il y avait un peu peur. Mais le fait qu'on était en famille et qu'ils connaissaient tous nos parents, ils connaissaient les fils, et ils étaient comme rassurés d'un côté, mais ils tripaient pas sur le fait que justement l'heavy metal représente quelque chose, tu sais, les têtes de mort puis la drogue, puis le rock'n'roll. Fait que ça a été, il y a eu une époque un peu plus difficile avec mes parents où c'était lourd là, de convaincre que ben non, si je suis correct, je fais rien de mal, puis ça a été des
des années plus difficiles, mais en même temps, j'ai une tête dure comme mon père. Puis j'ai réussi à le convaincre d'une façon ou d'une autre à travers les pas les victoires, mais les buts qu'on se donnait, les accomplissements, exactement. Parce qu'on accomplissait des choses là, hallucinantes, là, dont un des plus grands accomplissements au niveau parental, si je peux dire, au niveau en tout cas, de convaincre mes parents que c'est correct, c'est que j'ai booké des shows dans la région de mon père en Italie à un moment donné, tu sais. Il était tellement fier, tu sais, Trentin, qui est le nord-est de l'Italie. Donc, une de nos premières tournées européennes, on faisait genre France, Belgique, et j'ai booké en Italie. C'était beaucoup de routes pour vraiment pas grand-chose, mais il y avait juste pour la fierté d'aller dans la région de mon père, c'était exceptionnel. Oui, puis je sais pas si... Il me semble que j'ai déjà entendu dire que tes parents assistaient à la plupart de tes shows. Mm-hmm. Nos parents. Vos parents? Oui, il y avait la mère aux jumeaux, les parents, Carlos était tout le temps là. Mes parents venaient, ma mère... Elle compte toujours l'anecdote qu'elle a même réussi à s'endormir pendant un show de mon oncle Serge Anonymous au Métropolis. Mais en fait, c'est qu'on leur donnait des bouchons, tu sais, puis des fois, avec des bouchons quand même assez enfoncés dans tes oreilles, tu peux... comment je peux dire? Il peut se transformer en une espèce de cocon alentour de toi où tout devient un peu dans ta cellule, un peu dans ta cellule, sur une planète quelconque. Fait que ma mère, elle se sentait tellement bien que elle s'est endormie. Oui. Mais il venait vraiment à presque toutes les shows. On parle pas de Chicoutimi puis de Rouyn-Noranda, là, mais tout ce qui était à Montréal là, était toujours les premiers. Puis je peux dire que mes parents sont venus au Faux-Foune électrique maintes et maintes fois. Même si il adhérait pas pantoute aux boucles d'oreilles, aux tatous et toute la kit. Je suis sûr que j'ai déjà fait la file pas loin de toi au Fouf pour aller voir SOD. Ah, ça se peut très bien. J'étais là, il me semble que... Et j'en ai vu des shows au Fouf, fait que c'est sûr qu'on s'est croisés. C'est pas mal ça. Non, c'est ça, j'étais là, mais je suis jamais porté à aller voir le monde. Tu sais, quand la dernière fois, j'étais allé voir un show, il y avait claviériste de Grimmskong, puis il y avait le chanteur de Groovy qui était dans la foule, mais tu sais, j'étais là. Ils sont là voir un show, tu sais, je vais même pas dire bonjour, tu sais. J'ai pas... Mais tu pourrais, parce que c'est tout du bon monde. Ah, je sais, mais... En fait, ça fait... Sérieusement, ça... En tout cas, moi ça n'a jamais été un dérangement, même que c'est une belle tape sur l'épaule, tu sais, quelqu'un qui vient me dire que je t'écoute ou ton album, mes enfants, ils l'écoutent ou whatever, puis on t'a vu il y a quelques années, puis on a bien hâte de te revoir, tu sais, ça fait toujours un beau... une belle je sais pas... ça fait un velours. C'est un beau velours, ouais. Oui, en fait, ça nous rappelle que, wow, il y a du monde qui nous écoute. Il y a du monde qui pense à nous de temps en temps. Tu vas toucher quelqu'un. Oui, c'est le fun. Le métier, je le fais avant tout parce que c'est ma passion de faire de la musique, mais doublement, quand ça touche quelqu'un, tu sais, OK. Mais sauf que je m'arrête pas à, bon, qu'est-ce que je vais composer pour toucher telle personne? C'est pas comme ça que j'écris des tunes ou que j'interprète des tunes, mais c'est le fun. Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent puis qui trouvent ça le fun. Non, en gros, t'écris une tune, faire une bonne. Je pense que la meilleure manière de faire de la musique, t'écris une tune, faire une bonne tune puis avoir du fun, là, mais... Totalement. Puis si ça rejoint du monde, ben c'est ça qui est le fun après. C'est s'il y en a qui font ça de l'autre façon, j'écris une tune, comment ma tune pourrait fonctionner? Non, ça marche pas de même. En tout cas. Non. Moi, je trouve que il y a du monde qui pense que c'est le même que ça fonctionne ou qui vont vers les arts dans le but d'être populaire, là, mais... Comment fitter dans un cadre, puis il rentre la toune là-dedans, mais c'est pas, en tout cas, c'est pas mon bag. Non. Sinon, j'aurais pas fait 6 albums en italien, parce qu'il y a personne. C'est vous à l'échec faire des albums en italien au Québec. Ben, c'est sûr que tu vas chercher moins de monde. Oui. Mais en même temps, écoute, mon ami Michel Côté du Grand Théâtre de Québec m'a toujours dit, Marco, il y a peut-être, parce que j'ai eu des années plus fortes. Le deuxième album était très, très promu, si je peux dire. J'ai eu des médias qui me backaient beaucoup, beaucoup. Puis c'est sûr qu'on se le cache pas, plus de médias qu'on a, puis plus de salles on remplit. Tu sais. Oui.
c'est beaucoup plus facile quand les médias sont vraiment tous là, surtout les grands médias. Mais justement, à un moment donné, il y a eu les médias ont débarqué. C'est pas nous qui décident, chers auditeurs, si vous pensez que c'est nous qui décident. C'est pas de même ça marche. Nous, on fait nos albums, on envoie nos communiqués, on book nos tournées, puis si les médias décident d'en parler ou pas, ben c'est eux qui décident. Puis Michel Côté me disait toujours, Marco, t'es bien mieux d'avoir une petite salle avec plein de gens qui veulent absolument être là, qu'une trop grosse salle où c'est monsieur, madame, tout le monde qui sont là juste parce que t'es peut-être la saveur du mois ou la saveur de l'année, tu sais. Puis il a absolument raison à la fin, tu sais. On aime mieux ça, en fait, avoir du vrai monde qui sont là vraiment par amour de ton art, tu sais, que juste le suiveux. Puis j'en ai beaucoup de gens qui viennent me voir, puis je suis content, là, mais ils viennent me voir puis ils me disent « Ah, j'ai ton deuxième album. » Mais on dirait que pour eux, ça s'arrête à ça, tu sais. Mais un artiste, dans tous les arts confondus, s'améliore avec le temps, tu sais. Oui. C'est ça que je trouve dommage, en fait. Puis je parle, je veux pas pointer, je veux pas être péjoratif parce que même moi, je me considère un peu dans cette catégorie-là. Tu sais, combien d'albums combien de bandes j'ai arrêté d'écouter après tel album, puis après, ils en ont fait 4-5 autres, tu sais. Mais on dirait que c'est comme pas que ça arrive naturellement, mais tu sais, mettons un exemple, Metallica. Bon, eux, c'est un exemple un peu étrange parce qu'ils ont changé de style, puis à un moment donné, ils sont revenus, puis en tout cas. Mais j'ai arrêté à un moment donné d'écouter des trucs, tu sais. Iron Maiden, j'ai aucune idée, les 4 derniers albums, c'est quoi. Sauf que mes classiques restent mes classiques. Ouais. Fait que si je suis un peu le Iron Maiden de quelqu'un, ben tant mieux. Puis si pour lui, c'est mon deuxième album qui est l'album, ben tant mieux. Mais je tiens juste à dire que moi, je trouve que mon art s'améliore à travers le temps. Oui, mais aussi, je pense, tu sais, maintenant avec Spotify, iTunes, puis tout ça, l'offre est tellement grande qu'à un moment donné, tu peux pas te suivre, là, tu sais. C'est impossible. Tu sais, moi, chaque semaine, Spotify me fait une liste découverte de la semaine. Fait que là, tu sais, dépendamment de ce que j'ai écouté dernièrement, il me fait un playlist de peut-être 20 chansons. Je découvre des bands, mais là, si je me mets à écouter un band, il y a un autre band que j'écouterai pas un moment donné parce que j'ai juste tant d'heures dans une semaine pour écouter de la musique, tu sais. Mais c'est fou et c'est beau en même temps parce que c'est incroyable à quel point les artistes ou les gens veulent faire cet art-là, tu sais. Et il y en a pas de moins en moins, il y en a vraiment de plus en plus. Et c'est ça qui me fascine. Puis on dirait, j'ai l'impression qu'au Québec, c'est comme si on faisait le plan de la planète au complet, j'ai l'impression qu'au Québec, on est des gros producteurs d'artistes mais surtout pas nécessairement d'interprètes, mais vraiment d'artistes. Hein. Il y en a beaucoup. Puis je trouve ça beau, je trouve ça trop, mais je trouve ça beau. Il y a les deux. Je trouve ça le fun de voir une relève des jeunes qui sortent de nulle part puis qui y croient. Puis ça, c'est le gros côté positif de tout ça. Là. Mais je pense que on s'en va vers un air comme ce que Michel Côté te disait, de plus petites salles, de plus petits shows. Mm-hmm. Il y a quelques semaines, je recevais Valérie Laès, une chanteuse locale. Mm-hmm. Puis elle aussi, elle a une salle, elle présente 4 shows par mois là-bas, 3 invités, puis une fois elle. Cool. Puis elle dit, Denis, je fais ça tout le temps. Je suis capable de bien vivre, puis je m'amuse, puis je fais ma musique. J'ai pas besoin de remplir des grosses salles. Non. Puis on s'en va vers ça. L'offre est tellement grande que ce soit en musique, en humour, c'est pareil. C'est toutes des petites salles, c'est tout. On s'en va vers quelque chose de plus petit, mais des fans, un hardcore. Là, oui, exactement. Des die-hard, vraiment des gens qui veulent être là. Puis, regarde, un mini-exemple pour continuer ça. J'ai décidé de fêter ma fête dans ma cour. Ouvrir ma cour à mon public. OK. Mais élargi, là. J'ai pas choisi les gens. Fait qu'on a ouvert le 23 et 24 août. Tiens, je le dis à tout le monde. C'est via mon Facebook. On fait carrément une épluchette de blé d'Inde, mais avec musique et invités. Surprise. 2 soirs dans ma cour, 100 personnes max. Wow. Puis écoute, je te dis, le premier soir, en fait, le 24 août, c'est rempli comme en peu de temps. Puis des gens de partout du Québec là, qui descendent
à Montréal pour vivre les plus chats de blé d'Inde pour la fête à Marco en musique, tu sais. Fait que il y a comme quelque chose, mais si j'ouvrais un show, admettons ma première montréalaise qui est le 10 octobre à Casa d'Italie à Montréal, mon Dieu, c'est à compte-gouttes, là. C'est difficile de vendre les billets, là. Vraiment difficile. Mais être dans ma cour, c'est une autre affaire. Il y a quelque chose de... Je sais pas, les gens... Le contact, la proximité. Le contact, une proximité. Je sais pas si c'est un peu du comment t'appelles ça? Des gens qui veulent voir un peu où j'habite, là. C'est ça, faire de même, là. Mais nous, on est assez ouverts pour... on n'a rien à cacher, là. Non, mais ça te dérange pas beaucoup de monde que tu connais pas, qui vont savoir où tu es, où tu restes? Ou... Ben non, écoute, si on l'a fait, ça veut dire que non. Ouais. Ma blonde et moi, on est correct avec ça. Puis en fait, on voit les gens aussi passer, tu sais, on voit qui achètent les billets. Puis ils veulent vivre ça. Fait que c'est cool. Fait que là, on a été obligé d'ouvrir une deuxième soirée, mais qui est le premier soir, le soir avant, le 23. Okay. Parce que là, ça commençait à déborder. Puis là, les gens demandaient. Je disais, mais là, j'ai quelqu'un qui voudrait acheter des billets. Puis là, mais il n'y a plus de place. Ah ouais, mais c'est parce que je peux pas déborder. Non, tu peux pas rentrer 1000 personnes dans ta cour, là. Non, j'aimerais ça, man. Pardon. Je bois du bon... j'ai découvert pas une liqueur, mais une boisson gazeuse au gingembre. OK. 16,42. Ouais, j'avais jamais... J'ai vu ça tantôt en arrêtant gazer parce qu'il me restait 10 km pour me rendre ici. Okay. Tu montres ça à Janice, elle aime bien les gin avec les trucs au gingembre et tout ça. Là. Ah, ben, mais je bois pas du gin en passant. Non. Mais je bois du ginger. Ouais, mais pas du gin en auto. Surtout pas en char. Donc, juste revenir un petit peu à ton cheminement. Fait que... Oui. fait que là, t'as fait Anonymous, c'est quoi? 89 à 2006? Comment t'as dit? Jusqu'en 2006. Ah oui, exactement. En fait, j'ai fait 17 ans. 5 albums. Écoute, le premier album est sorti en 94. Avant ça, il y avait des démos, des cassettes. Il y a eu un vinyle avec Overbass, un groupe de la scène punk à Montréal. Puis écoute, des années incroyables. Un bagage hallucinant de comment je peux dire, de faits vécus de toutes sortes de couleurs à travers pas juste le Québec, parce que à travers mes 17 ans avec Anonymous, c'est beaucoup de voyages, beaucoup de premières parties, de groupes connus, des Anthrax, des Cannibal Corpse, des mon Dieu, des Nevermore, des Biohazard, j'ai plein, puis un peu partout sur la planète, autant au Mexique qu'en Europe. Aux États-Unis un peu, quelques dates, puis on est un des premiers groupes à faire des albums complètement en français, en heavy metal. Puis ça nous a beaucoup démarqué dès le début avec le premier album Ni vu ni connu. Et ensuite, quand on composait le deuxième album qui s'appelle Stress, qui en passant Stress se dit dans pas mal toutes les langues, en anglais et en français, on cherchait justement à ouvrir plus les horizons parce que on a compris que quand on a sorti Ni vu ni connu, on a vu qu'il y avait beaucoup de nationalistes de gens qui venaient à nos shows pour un motif patriotique et nationaliste, mais c'était pas ça qu'on voulait prôner en chantant en français. Même si on n'a jamais été autre chose que dans cette direction-là au niveau politique, mais on était quand même assez apolitique. On voulait pas afficher ces couleurs-là, mais surtout l'ouverture linguistique. C'est que toutes nos langues, on va les utiliser. C'était ça qu'on voulait prôner, mais le premier album est sorti en français parce que c'était la langue qui nous rejoignait. On est tous des enfants de la loi 101 en tant que fils d'immigrants et immigrants en parlant du Code Carlos. Fait qu'à sortir ça, c'était extrêmement symbolique, mais on savait pas que c'était symbolique à l'époque. T'sais. Nous, on le faisait parce que c'était notre langue. Oui. Mais on s'est devenu symbolique avec le temps. Et le deuxième album, c'est là qu'on a ouvert. J'ai écrit une chanson en italien. Oscar a écrit une chanson en espagnol. Il y avait 2 en anglais, parce qu'on n'avait absolument rien contre la langue anglophone. Absolument rien, tu sais. C'est juste que c'était une façon de nous démarquer. Puis même majoritairement, l'album Stress était en français, bien sûr. Et ensuite a suivi Instinct, qui était un peu plus anglophone,
À cette époque-là, on avait eu quelques messages de francophones. Ils disaient, on aimait mieux quand c'était en français, puis nanana. Mais comme on a toujours dit, c'est vraiment, c'est l'ouverture qu'on prônait, tu sais. Et aussi, c'est de briser quelques barrières où les gens, il y a vraiment des gens qui croyaient, surtout à l'époque, que le heavy metal ne se faisait pas dans d'autres langues que l'anglais. Ah oui. Puis beaucoup de francophones québécois pensaient ça aussi, tu sais. Vraiment. Mais à un moment donné, quand des obscurs de Amqui, nous autres, Anonymous, Démence aussi à l'époque, on commençait à sortir des trucs en français, ben, oui. On commençait à y croire. Tout le monde commençait à y croire. Puis il y a eu une Barf scène qui était là aussi. Barf aussi, en effet. Exactement. Barf, fait que tu sais, c'est tout des... c'est ça, c'était un peu, sans dire un pied de nez, mais tu sais, c'était un peu... c'était un peu à prouver carrément que tout se faisait, tu sais. Puis moi, je me rappelle encore, je cite cet exemple-là souvent, aux États-Unis, moi, je m'occupais beaucoup des envois, puis j'envoyais dans des magazines partout dans le monde, toutes les CD, les bios, à l'époque, on allait à la poste, puis on envoyait un vrai bio, puis un vrai CD. Écoute, c'est à coût de 10$, tu sais, on envoyait en tabarouette. Puis à un moment donné, aux États-Unis, je pense que c'était à Chicago, j'avais envoyé un CD. Attends, j'avais envoyé un CD, mais à un moment donné, j'étais passé par Chicago, puis j'avais laissé des CD en consigne. Mettons 5 CD, ni vu ni connu, puis stress. Puis pas longtemps après, j'ai reçu par la malle toutes les CD, puis avec une petite lettre disant « We don't know a lot of American kids listening to French metal ». Aïe, aïe. Ça m'avait vraiment fessé. J'étais comme « Oh mon Dieu ». Quelques années plus tard, Rammstein qui... En allemand. Autour de la planète, man, en allemand. Pensez-vous vraiment que les Américains ont pris le temps d'apprendre excuse-moi, ont pris le temps de vraiment savoir de quoi ils parlent, Rammstein? Ouais. Non, excuse-moi, là. Fait que c'est toujours très drôle, tout cet aspect linguistique à travers la planète, là, mais bon, en quelque part, il y a de l'espoir. Ouais, moi, j'ai toujours trouvé ça cool, justement, quand les 3 langages ont commencé, les 4 langages ont été comme on vous a commencé à les utiliser, moi, je trouvais ça vraiment, bon. Moi, je trouvais ça le fun. Je disais, regarde, c'est toutes leurs origines, ils utilisent toutes les... Exact. Moi, j'ai toujours trouvé ça impressionnant. Je pense que j'ai vu en show tellement souvent, là. C'est vraiment le band que j'ai vu le plus souvent en show. Ah oui, my God. Ah oui, je les ai vu la première fois au Franco, j'ai vu, je pense, la première partie de Barf, Polywog, première partie d'Anthrax. Oui, my God, ça c'était le fun. Ça tournait avec des gros bands puis tout ça, là, tu sais, c'est... parce que, tu sais, à l'époque, vous commencez, vous étiez populaire, commencez à être populaire au Québec, mais tournez avec des grosses têtes d'affiche. C'était des rêves, là, tu sais, surtout Anthrax. Anthrax, ça a été c'était eux qui nous rejoignaient le plus aussi. On était vraiment des grands fans d'Anthrax, là, puis... Fait quand on est arrivé, quand à l'époque, ceux qui organisaient la tournée Polywog nous annonçaient qu'il y avait Anthrax en tête d'affiche, on capotait. Puis ils nous ont même organisé un souper au Petit Extra à Montréal avec Anthrax, une tablée Anonymous Anthrax. C'était comme... Wow. Ah oui, wow, mais là, je capotais. Là, il manquait juste Joey à cette époque-là. Oui, c'était Bush encore, le chanteur. C'était Bush, mais c'est le fun parce qu'on a eu la chance de rencontrer Belladonna. Et Belladonna, ça, tu sais peut-être pas, mais en fait, on a Anonymous ouvert pour Belladonna à Toronto. Il était là en trio, en quartet. En tout cas, bref, il y avait un drummer, un bassiste, un guitariste. Puis, quand il nous a vus en show, Belladonna, il a comme stické sur Carlos puis sur Oscar. Puis, il leur a demandé si les gars, ils embarqueraient sur une tournée avec lui. Aux États-Unis, il y avait une run à faire, puis je sais pas s'ils voulaient changer de musicien ou ça donnait que les autres pouvaient pas. Fait qu'Oscar puis Carlos sont embarqués sur une tournée. Oh wow. Ça, c'est malade, là. Ils ont jusqu'à Los Angeles, une couple de dates, là, une dizaine de dates ou un peu moins, mais ça, c'est... Puis je me souviens, moi, je pratiquais les tunes parce que les gars, ils essayaient de me rentrer dans le lot. Puis fait que je pratiquais toutes les tunes qui avaient reçu les gars, puis finalement, à un moment donné, il prenait son guitariste, là, finalement. Fait que bon, j'étais juste super fier pour Carlos puis Oscar d'embarquer sur cette tournée-là. Fait que, ben cool, mais dans le Polywog, là, on parle de... C'est quoi les années, my God? 98 ou
Je pense pas qu'on avait Je restais à Montréal. Je venais de déménager à Montréal. Fait que ça, c'était à peu près en 98-99. Ouais. Je pense que c'est juste avant Instinct. Instinct est sorti en octobre 99. Mais bref. Fait que belle tournée. Puis surtout Frank Bello, Scott Ian, super fin. Puis le guitariste à l'époque qui était super cool. Oh my God, comment il s'appelait donc? Ah non, j'ai un blanc de mémoire. Mais Dan Spitz n'était pas revenu dans le track encore. Puis Bush, ben, c'était un personnage, mais il faisait... Les années Bush étaient... Ils ont fait des super albums. Là. Moi, j'étais... Il y a beaucoup de monde qui critique, là, mais moi, j'ai aimé l'époque Bush aussi. Là. Moi aussi. C'était deux affaires, puis j'ai jamais autant Belladonna que Bush. Mais il y avait sans dire qu'il y avait une attitude, mais il était un peu plus frais, disons. Okay. Ah, mais moi, Scott Ian, ça fait partie des guitaristes qui ont bercé mon adolescence. Moi aussi. On doit avoir à peu près le même âge, je pense. 44. 43. Bon, okay. C'est ça. Fait que l'aventure Anonymous, c'est... Écoute, 17 années incroyables pour moi qui ont fini avec l'époque de mon oncle Serge. Où est né pendant le Polywog. Parce que mon oncle Serge, à l'époque de son album 13 tonnes trash, et à l'époque que Musique Plus fonctionnait encore très bien, il avait sorti son vidéoclip de Marijuana qui tournait quand même bien. Puis écoute, quand mon oncle Serge, il jouait pendant le Polywog son fameux Marijuana, my God, toute la faune punk et alternative se faisait aller le chignon dans le pit, littéralement. Puis à un moment donné, c'est Carlos Ponte, le gérant d'Anonymous, qui a eu l'idée. Il est venu nous voir, puis il a fait comme Chris, pourquoi vous montez pas Marijuana? Et on va caler Serge, puis on va voir, on le connaissait pas vraiment, tu sais. Puis on va essayer de voir s'il veut la faire dans notre set à la fin du show. Fait que lui, il jouait dans l'après-midi avec son trio. Puis nous, on jouait avant-dernier dans les Polywog. Fait qu'écoute, on l'a monté. Il est venu au local, je me souviens. Il est venu au local, on l'a joué une fois. Puis il a fait comme, OK, on la rejoue plus. C'est parfait de même. On va laisser la magie faire la job en show. Puis écoute, on venait de créer une solution chimique qui a fait ébullition en tabarouette. Il s'est passé quelque chose, puis ça c'est magique quand ça fait ça. Puis Serge, c'est un grand ouvrier exceptionnel de la chanson québécoise, autant alternative que philosophique et compagnie. Fait que c'est de là, après le Polywog, on s'est donné des genres de buts. Tu sais, puis écoute, pourquoi qu'on n'essaye pas une coupe de tunes? Fait que là, lui, on s'est mis à arranger une coupe de tunes qu'il nous avait dit, puis lui, il a amené des nouvelles tunes. Puis de là, écoute, on s'est embarqué dans un album. Mais ça, en même temps, moi, je commençais à jouer des chansons italiennes dans des petits bars avec une trompettiste, Lisanne Champagne, en duo. Qui est, écoute, ça c'est notre affaire parce que j'ai comme une vie parallèle là, à cette époque-là. On parle de 2003. L'album, c'est ça, l'album de l'Académie du Massacre. Mon oncle Serge Anonymous sort en 2003. Puis moi, mon premier album, Che la Vita, en italien, je sors en 2004. Mais moi, avant ça, à partir de genre 2001, je commence à faire des petits shows. Puis là, my God, on a le temps. Je sais pas, j'ai le temps, mais on a le temps. Faut que je rewind un peu dans l'histoire, chers auditeurs, parce que moi, là, je recule au début d'Anonymous, parce que moi, à 19 ans, à la veille de sortir notre premier album, Ni vu ni connu, je vais en Italie pendant 1 mois et demi. Je suis au cégep en guitare classique, je prends une session sabbatique, j'ai Anonymous qu'on joue, on commence à jouer, on commence nos tournées un peu partout, puis on empile les buts et tout, puis j'ai la chance d'aller dans la province de mon père parce que mon père vient d'une région qui s'appelle le Trentin, qui est une région autonome, qui est juste entre Milan et Venise. Et ça, ce qui fait, ce qui change quand tu es d'une région autonome, c'est que tu gères ton argent. Et eux, ils ont
comment je peux dire, un espèce de truc qui est patrimoine qui s'appelle les Trentini nel mondo, les Trentins dans le monde. Et donc, ce qu'ils font, c'est que tous les Trentins qui ont immigré à travers la planète, dont mon père, ils sont tous dans une espèce de loop. Là. Ils reçoivent un journal qui informe de la région puis de toutes les associations du Trentin qu'il y a dans le monde. Fait que ça, c'est tout pour tisser des liens puis pour garder les liens avec la région. C'est vraiment bien fait. T'sais. Puis à cette époque-là, on parle dans 1994, on reçoit un journal ou une lettre qui dit, écoute, on fait un séjour, ils appellent ça un séjour en italien, soggiorno, qui n'est pas un échange culturel, mais on donne la chance à vos enfants, Trentins, de venir pour 2 semaines dans le Trentin pour apprendre la culture économique, culturelle, artistique et tout. En 2 semaines, c'est comme une grosse incursion sociale. Puis on est 50 de partout dans le monde. Fait que là, on est 2 Québécois, un de Rivière-du-Loup qui s'appelle Rudy Kirschbaumer. Kirschbaumer, parce qu'on a des noms autrichiens, il y a des Weber, des Kirschbaumer. oui. Parce qu'en fait, la région de mon père a été dominée par l'Autriche sous des traités que si on vous aide, si on vous aide à battre les méchants pendant telle époque, ben vous allez devenir l'Autriche pendant 10 ans, mettons. Okay. Fait que c'est des traités de paix où fait qu'il y a beaucoup d'influence. J'ai les yeux verts, je suis blond, j'ai des descendances autrichiennes, c'est sûr. Là, c'est sûr. Fait que donc, il donnait cette chance-là et j'arrive là, moi j'ai 19 ans, la veille de mes 20 ans, puis je suis là 2 semaines, on est plein de jeunes fils d'immigrants trentins à apprendre la culture de mes parents que je pense que mon père aurait pas appris la moitié de ce que j'ai appris en 2 semaines là-bas, si j'y étais resté là toute sa vie. Okay. Fait que ça a été très, très... moi, je parlais déjà la langue, mes parents me parlaient déjà en italien depuis que je suis petit, donc j'avais déjà une facilité à parler l'italien. Et là, en fait, je suis resté plus longtemps. Je suis resté 1 mois et demi en tout. Là, j'étais allé voir la famille. J'ai la famille à Turin, à Milan, à Rome. Puis ma cousine de Turin, là, c'est là le moment que je veux vraiment vous conter, c'est qu'elle m'amène à la plage pendant 3-4 jours avec ma tante, mon oncle. Puis on est sur la côte est. Puis j'ai ma guitare. J'ai toujours ma guitare acoustique. Puis moi, j'ai toujours été un peu chansonnier. Fait que j'ai étudié la guitare classique en Saint-Laurent. J'étais en Anonymous. Je grattais mes guitares électriques. Mais j'ai toujours eu une guitare acoustique que je traînais avec moi où je grattais. J'avais un petit livre. Puis là, j'accumulais les Beaux Dommages, puis les Colocs, puis Van Morrison, puis les Beatles, puis des trucs comme ça. Fait que j'étais comme un peu le musicien de ce voyage-là. Et à un moment donné, ma cousine, c'est ça. On va à la plage. Puis on rencontre un de ses amis qui joue de la guitare lui aussi. On gratte des tunes les deux sur la plage. Puis là, ma cousine nous dit « Pourquoi vous préparez pas un petit set puis ce soir jouer devant l'hôtel, tu sais? » Ah, pourquoi pas? Fait que là, on s'échange des tunes. Lui, il jouait beaucoup de trucs américains, du Red Hot, puis des trucs comme ça à l'époque, là. On est en 1994. Puis fait qu'on s'organise, on met 2 petites chaises, puis là, les petits vieux, ils s'installent devant nous, puis là, il y a quand même une 50aine de personnes, c'est acoustique, là. On chante, on joue nos tunes, là. Je joue du Beaux Dommages en Italie, puis pas de compo, rien, juste des covers, pas d'heavy metal non plus. Fait qu'on s'échange nos tunes, puis à un moment donné, il y a un petit vieux qui se lève, puis il dit « Pourquoi vous jouez pas des tunes italiennes? » Il dit ça en italien. Moi, je me suis pas senti pointé, tu sais, parce que je suis pas né là. Oui. Oui, je suis italien, mais moi, je regarde tout de suite l'autre qui s'appelait Franco, je pense. Je le regarde, puis là, je m'attendais à une réponse positive, puis il me regarde, il dit « J'en connais pas. » Lui, il est né là, tu sais. Fait que moi, ce moment-là m'a tellement marqué. J'avais comme honte. J'étais comme, ben voyons donc. Ben oui, c'est pourquoi je connais pas des tunes italiennes, tu sais. Fait que ce moment-là précis m'a vraiment marqué. Puis il m'a suivi jusqu'à maintenant, où quand j'ai repris l'avion, je suis arrivé à Montréal, puis pas longtemps après, je suis allé chez Archambault, j'ai acheté un livre de musique italienne. Les plus grandes chansons italiennes, genre. Puis là-dedans, il y avait Bella Ciao, il y avait O Sole Mio, il y avait Torna Suriento, des classiques napolitains, des classiques d'opéra, de plein d'affaires. Et là, je me suis mis à apprendre Bella Ciao. Mais ça, là, on est en 1995, là, mettons, l'année qui a suivi.
Puis personne sait que j'ai ce livre-là. Même mes parents savent pas. C'est comme à moi. C'est mon affaire à moi. Je suis dans ma chambre. C'est à 22e Avenue, à Montréal. Puis j'ouvre mon petit livre de temps en temps. Puis j'apprends une toune à la fois. Puis à un moment donné, je me mets à composer en italien. Mais personne sait ça. Fait que c'est pour ça, moi, mon projet est parti en 1994, un peu en même temps qu'Anonymous. Mais ça a pris du temps avant que ça fleurisse. Puis avant que ma mère, ça a été la première à un moment donné, tu sais, il y a toujours des fêtes familiales à la maison, chez les Cagliari. Fait qu'il y a tout un prétexte pour faire la fête et jouer de la guitare, de la musique. Puis à l'époque, j'apprenais des pièces classiques, littéralement guitare classique à Saint-Laurent. Fait que ma mère me demandait tout le temps, des fins de veillée, je dis, prends ta guitare. Puis j'étais un peu gêné. Fait que, OK. Fait que là, je prends ma guitare, mon livre de partition, puis je leur jouais du Luigi Legnani, puis Villa-Lobos, puis Leo Brouwer, des trucs classiques guitare. Puis à un moment donné, je me souviens pas exactement quand, mais j'ai fait, j'ai aussi ce livre ici, tu sais. Puis là, j'ouvre le livre. Là, man. J'ouvre, puis là, je leur joue Bella Ciao. Écoute, je te dis, là, c'est le moment le plus marquant de la famille, là. Je venais d'ouvrir une espèce de boîte de Pandore où tout le livre, il faisait le tour de la table, puis là, mes oncles, joue ça, puis là, ils chantaient. Mais eux, ils les connaissaient. Moi, je les connaissais pas toutes, tu sais. Fait que là, j'étais comme en arrière. Là, je me demandais, j'ai-tu sorti le livre trop tôt, tu sais? J'aurais dû le sortir dans 2 ans, tu sais. Dans la famille. Mais non, ça m'a donné... C'est toutes ces petites... ces moments-là m'ont donné l'espèce de poussée, m'ont donné la confiance aussi, parce que tu sais, je suis avec Anonymous et on est habitué de travailler en gang. C'est une pas une dictature, mon Dieu, c'est une collectivité. C'est collectif. Ça t'offre une sécurité aussi, t'es pas tout seul. Exactement, tu sais, fait que mais là, mon Dieu, tu sais, partir un projet où là, je n'étais même pas dans ma tête, là, mais là, il y a quelque chose qui se passe, tu sais. Puis là, à l'époque, pour aller vite, là, c'est que mon père fêtait... Là, attends, il y a 77, mon Dieu, il y a 17 ans de ça. Il y a 17 ans, j'ai loué le Lion d'Or pour mon père, puis j'ai invité tous ses amis. J'ai mis un micro sur la scène avec une guitare pluguée, puis ce livre-là. C'était pas longtemps après, genre, c'était 1 an ou 2 après que le livre avait fait immersion dans le party de famille. Donc, ils savaient que je grattais des trucs, tu sais, mais jamais qu'ils pensaient qu'il allait avoir un album, tu sais, ou quelque chose, tu sais. Pour eux, c'était juste le fun que Marco, il chante des tunes italiennes de temps en temps pour la famille, tu sais. Puis là, j'ai fait un petit démo, guitare-voix gazou de 4 compos à moi. Che la vita, Bella Luna, Matamassana, puis Solo. Guitare-voix gazou, écoute, avec les premiers... système de Firewire, c'était chez un de mes chums que j'avais parti à une autre band avec lui qui s'appelait Mean Bucket Sounds, puis à 2h du matin, je disais, hey, fais donc record avec la guitare, puis là je commence à chanter en italien, je me souviens encore la face de mon chum qui me regarde avec un sourire, d'où c'est que ça vient cette voix-là, tu sais. Puis, parce qu'il m'avait jamais entendu chanter comme ça, puis veut pas quand tu chantes dans une autre langue, il y a quelque chose d'autre qui ouvre. Il y a d'autres façons de... C'est plus grave quand tu chantes en italien. Je sais pas si c'est plus grave, mais c'est sûr que les langues sont construites mon Dieu, de façon... Et en fait, il y a des langues qui se chantent mieux. Puis l'italien en est un exemple vraiment, vraiment très, très fort. C'est une langue qui coule là, tellement. Si on pourrait chanter de la marde, puis... ça sonnerait vraiment bien. c'est vraiment ça, là. Puis, en tout cas, tout ça, fait que je fais ce démo-là pour la fête à mon père, son 60e anniversaire. Je grave ça dans mon premier iMac bleu, whatever, là. Un à la fois, tout signé MC01, MC02. J'en ai fait 1000 cakes. Oh. Ouais. J'ai fait une petite pochette. Il y a encore des gens qui viennent me voir et me disent, Marco, j'ai ton premier démo. J'avais pas le logo encore. C'était vraiment Marco Cagliari. Puis c'est ce démo-là. J'en ai vendu comme 300 à cette party-là. J'ai un peu le côté, comment je peux dire, entrepreneur. Okay. Puis ça, écoute, ce démo-là s'est ramassé dans les mains de Collectivo, qui est le collectif, qui est le band qui était
entamé par Overbass, Chantal Arroyo et Joël Tremblay, ont parti un band de musique du monde parce que c'est des grands fans de musique du monde et surtout d'un band qui s'appelait Los Fabulosos Cadillacs, qui faisait vraiment une musique, un genre de salsa, mais intense, là. Ça se sentait que c'était pas des musiciens qui sortaient d'une école jazz, mais plutôt d'une école alternative. Et Collectivo, c'était un peu ça. Un collectif de Joe Evil, de Grimmskunk, de membres de Redcore, de membres de la scène alternative de l'époque, des années 90 puis 2000. Ils sont tous mis ensemble et là, ils construisaient leur premier album. Et quand ils ont vu et entendu mon démo, ils ont stické sur Que La Vita, la toune. Ils m'ont demandé si je pouvais la faire avec eux sur leur premier album. Et c'est là qu'il y a eu la version démo, guitare voix gazou, ensuite la version 15 musiciens avec Collectivo. De là, j'ai rencontré Lisanne Champagne. On est devenu un couple et un duo. Ensuite, le couple, ça n'a pas duré, mais l'histoire musicale a duré très longtemps. On a travaillé presque 10 ans ensemble. Fait que ça a commencé en duo. Puis ensuite, on m'a matché avec un accordéoniste du nom de Lucio Altobelli, qui a un peu la même histoire que moi, fils d'immigrants italiens. Depuis ce temps-là, on se lâche pas. Il fait partie il gravite autour de ma musique, autant en arrangement, des fois en show. Et plus, c'est vraiment un ami, un frère. Fait que c'est devenu un trio. Puis à un moment donné, Carlos d'Anonymous est rentré dans le tas. Il est devenu un quartet. Et ensuite, Lucio a amené un de ses musiciens, amis, Alexis Dumais, qui fait partie de son band qui s'appelait Manouche à l'époque, mais qui est devenu Sagapoul, qui existe encore, qui a gagné un prix Musique du Monde à la disque il y a quelques années. Donc, bref, ça, c'est la première mouture, le premier quintet. Et vous pouvez voir ces quintettes-là sur le premier vidéoclip, Que La Vita, qui a été fait en 2005 à peu près. Fait que c'est ça. Fait que j'ai empilé les shows. Puis à travers ça, je suis dans Anonymous, là. Je suis encore dans Anonymous. Tout ce que je vous ai conté, là, oui, c'est parallèlement à Anonymous. Et c'est complètement fou. Fait que Carlos et moi, à un moment donné, mais on se tapait, écoute, le Woodstock en Beauce, puis première partie de Richard Desjardins à Saint-André-d'Avelin le lendemain, puis des tournées, puis pas possible, des amis d'Alit back-à-back, parce que à un moment donné, le corps humain, il faut qu'il dorme. Oui, puis c'est pas une affaire de party, c'est vraiment une affaire de sommeil, aussi simple que ça. Fait que la tournée de l'Académie du Massacre en 2003 a duré comme un bon 3 ans. C'est la première fois, ça je peux le dire haut et fort, c'est la première fois qu'Anonymous se permettait des payes de musiciens. Okay. Ça, c'est grâce à mon oncle Serge. Mon oncle Serge est un très bon homme d'affaires qui est super bon avec les demandes de subventions. Et on avait, même en faisant une musique heavy metal et quand même assez parodique aussi, là, on chantait quand même de la merde à Maman Dion puis à Sébastien Benoît. On recevait de l'argent du gouvernement en plus. Fait que Serge était vraiment très, très futé. Puis il n'a pas menti à personne. Tout était vrai et là. Il y a beaucoup de respect, mon oncle, à travers, pas juste artistiquement, mais culturellement, les gens qui travaillent dans le domaine des demandes de subventions ont beaucoup de respect pour mon oncle Serge parce que il fait ses choses super drettes. Puis c'est ça, il est discipliné, assidu. Puis ça a été c'est tout gagnant pour nous, pour Anonymous. À l'époque, c'est ça, on se donnait des payes. C'est la première fois qu'on était payés pour faire des shows heavy metal. Une super tournée qu'on a eue. Et à travers ça, moi, j'ai enregistré mon premier album, qui est Que La Vita, qui est un album de compo. Il y a un classique napolitain et une tune d'Anonymous. Oui. Et le reste, c'est des compos. Tout monté sur le fly, en show, à travers des petits shows de bar, aux Asbar, au Sarajevo, à travers le Québec aussi, parce que beaucoup à Montréal, mais à l'époque, je commençais à sortir aussi de la ville. Fait que tu sais, des années occupées, mais le fun, tu sais, c'était le fun parce qu'on avançait. Des deux côtés, on avançait. Anonymous, moi, on aboutissait à nos projets, puis c'est le fun aussi parce qu'il n'y avait pas tant d'aide que ça. Là, je parlais de l'Académie du Massacre, on a eu une certaine aide, mais avant ça, rien. Là, c'était tout fait
C'est ça. tout fait par notre sueur en travaillant 3 job-in en même temps. Oui, c'est ça aussi. Parce faut oublier, on travaillait en même temps. Il faut que tu manges, faut que tu dormes en quelque part. C'est ça. Fait que c'est ça, je sais pas si je t'ai mélangé avec tout ça, là, mais... Non, mais moi, je te suis encore, là, mais... Parfait. J'ai l'avantage que il y a quelques mois, Carlos était à What's Up Podcast. Fait que j'ai l'histoire, son histoire à lui. Génial. Fait que je fais des liens. Génial. Mais non, c'est... je sais qu'à un moment donné, je pense que la charge est devenue lourde. Plus tu devenais... Plus ton côté solo et montait. Il montait assez vite. Puis même, en fait, je peux dire, j'ai perdu le contrôle à un moment donné, mais positivement. Il n'y a rien de négatif dans ça, là, mais c'est qu'Anonymous... en fait, l'Académie du Massacre était bookée par l'agent de spectacle à mon oncle Serge, qui s'appelait Jean-Pierre Aubert, des productions Bro. Puis Serge nous a demandé, je dis, écoute, gars, on va demander à JP de booker la tournée, ça va être plus simple. Puis tout le monde était d'accord. Fait qu'il a booké la tournée, ça a super bien été. Puis en même temps, moi, je me faisais connaître. En fait, j'ai été invité à Belle et Bomme avant mon premier album. Fait que ça a commencé à faire du bruit dans les médias. Bachibouzouk, Radio-Can. Radio-Can, ils m'ont littéralement adopté. Moi, je me ramassais à faire des entrevues d'1 heure en plateau double avec Giorgio Conte, le frère à Paolo Conte, qui est un monument de la chanson, de la musique du monde. Puis je m'en souviens toujours, j'arrive, c'est Catherine Poganat qui animait ce show-là. On est 1 heure là, avec Catherine, Giorgio Conte et moi, puis on va travers nos mondes musicaux. Mais Giorgio Conte, il pensait que moi, j'étais technicien, tu sais. J'arrive là, un peu en look comme ça, là. Des pantalons d'armée, puis un T-shirt. Puis, il pensait que j'étais le technicien. Puis à un moment donné, quand on a commencé l'entrevue, là, il a comme réalisé, OK, toi, tu chantes. OK, là c'était tellement drôle. Il avait 60 ans à l'époque, à peu près. Il a le même âge que mon père, fait que ça fait au moins 15 ans. Puis c'est devenu un ami, un être exceptionnel que j'adore. Puis j'étais déjà un fan de Giorgio Conte. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'était drôle de se ramasser dans ces trucs-là en même temps que j'étais dans l'Anonymous. Fait qu'il y avait... Je me souviens encore dans les shows d'Anonymous, je vendais mes démos de musique du monde. Aussi. Oui, aussi. Fait qu'on mélangeait tout. Puis les gars, ben, ils étaient pas... Comment je peux dire ça? C'était mes meilleurs amis. Fait que je voyais qu'il y avait pas un malaise, mais tu sais, un questionnement, un certain point d'interrogation, jusqu'où ça va aller et jusqu'où, tu sais, ça peut aider ou pas. Est-ce que ça nuit? Est-ce que, tu sais, mais en même temps, on était assez amis et humains pour voir comme, OK, ben c'est de la musique, là, c'est correct. Là. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, en fait, Anonymous me connaissent comme un gars intense et extrêmement optimiste, t'sais. J'ai toujours été comme le représentant, le fier représentant d'Anonymous à travers la planète, dans le sens que moi, quand j'allais en voyage, là, c'était surtout des voyages d'affaires, entre guillemets, où j'arrivais dans une ville, mettons, j'arrivais à Bruxelles. Puis, qu'est-ce que je faisais? La première chose que je faisais, là, j'allais chercher des journaux locaux, j'ouvrais le journal, puis là, je checkais la scène métal, le magasin métal qui vend des disques, les bars métal. Là, je répertoriais tout ça. Puis j'allais voir les magasins, je laissais des CD en consigne, j'ai laissé des CD en consigne un peu partout sur la planète. Mais ça, c'était moi. Là. Je disais, Oscar n'aurait pas été capable de faire ça, ni Carlos, ni Daniel. Mais c'est correct. Parce que moi, j'étais ça, je représentais ça. Je m'occupais des produits dérivés, je m'occupais d'aller les vendre, je m'occupais d'aller les shipper. C'était mon rôle. On avait chacun notre rôle. Puis c'était la beauté d'Anonymous aussi, d'avoir vraiment ces 4 gars qui, ensemble, réussissent quelque chose. T'sais. Naturellement, vous aviez chacun vos forces, vous vous complétiez. Exact. Fait qu'on n'était pas comme dans la négation, pas négation, mais dans le côté où, moi je fais ça, moi je fais tout, puis toi tu fais. Non. On avait vraiment chacun nos rôles, puis on le faisait bien, puis c'est correct. On donnait ce qu'on pouvait, mais j'étais intense. J'étais intense dans le sens que j'avais comme pas de limite. Okay. J'ai travaillé dans un dépanneur dans ma vingtaine pendant 7-8 ans à Tétroville, à Montréal. Puis nos fans pensaient que c'était le dépanneur d'Anonymous. Okay?
j'avais un mur, là, mon boss me donnait la peine de garder un mur où je vendais toutes mes chandails, les CD, tout le kit, tu sais. Nice. Mais c'est fun. il y a beaucoup de gens qui vraiment, là, ils venaient là, puis c'était comme, hey, c'est le dépanneur d'Anonymous. C'est super drôle, tu sais. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que, à un moment donné, les gars ont vu qu'on s'est mis à composer après l'Académie du Massacre et pendant aussi, puis on avait quelques nouvelles tunes. Puis moi, c'est sûr que moi, je commençais à troquer mes job-in pour faire de la musique, finalement. Je commençais à arrêter tranquillement, autant le dépanneur qu'enseigner, parce que j'enseignais dans des écoles privées, la guitare. Puis à un moment donné, c'est ça, je me faisais de plus en plus de shows, donc je sortais un peu plus. Puis Jean-Pierre Aubert, l'agent de spectacle de mon oncle Serge, m'a offert de le représenter. Pas en tant que gérant, c'est vraiment agent de spectacle. Puis là, c'est là que lui, il a amené une certaine structure, tu sais, puis il m'a offert ça. Puis je suis OK, vas-y, tu sais. Puis les cachets devenaient vraiment le fun. Puis là, wow, OK, là, mes musiciens, je peux leur donner un salaire adéquat. Puis on peut vraiment faire une tournée en quintette, tu sais. On peut faire de quoi de le fun, tu sais. Fait qu'on commençait ça. Puis Anonymous, on essayait de composer. Puis là, c'était plus dur de se réunir. Puis quand on se réunissait, c'était là, mais j'étais quand même... Ils ont compris que j'étais moins là, tu sais. Je donnais quand même, mais c'est pas le Marco qui connaissait intense à 200% dans tout, tu sais. Fait que là, les mois passant, puis à un moment donné, les gars m'ont comme callé un genre de meeting. Puis là, c'est là que ça s'est passé. Les gars m'ont demandé de faire un choix. Puis c'était pas genre, fais un peu de ci, puis un peu de ça. C'était tu fais ça ou Anonymous, tu sais. Puis je m'attendais pas à ça de mes meilleurs amis, tu sais, mais en même temps, j'ai toujours adhéré au fait qu'on était une espèce de coop où il fallait que ça passe il fallait qu'on discute, puis il fallait qu'on soit quand même majoritaire dans nos décisions, même si on n'était pas tout le temps d'accord, c'est la majorité qui emportait, puis c'est correct, on suivait. C'est un collectif. C'est un vrai collectif, puis ça a été dur en fait, ça n'a pas été dur de prendre la décision, mais ça a été dur d'avaler la décision, tu sais, que j'ai faite comme wow, OK, j'ai fait 5 albums heavy metal, 17 ans, un bagage incroyable. Je pense que je peux... en fait, j'avais pas le goût d'arrêter, mais j'ai pas eu le choix. J'ai fait comme, écoute, je pense à d'autres choses. J'ai pas le goût parce que je le ferai encore, tu sais. Moi, je leur ai offert, quand c'est arrivé ce moment-là, je leur ai offert de, tu sais, juste être réaliste, autant que c'est le plus optimiste de la gang qui parlait, là. Je dis, gars, soyons réalistes, là. On est en 2000, là, on était rendu en 2006. On est dans la trentaine. Puis, je te disais, notre chance, on l'a eu. Mais c'est pas de négatif ce que je dis. Ce qu'on a, on l'a bâti, puis on est capable de l'entretenir, tu sais. On a un super beau fanbase, mais les gars, on sera jamais les Anthrax, puis ça se passera jamais. C'est impossible. Puis je suis le gars le plus optimiste, tu sais. Mais ce qu'on a, c'est génial. Puis ça veut pas dire qu'il faut juste faire ça, tu sais. Parce que je sais que vous tripez sur d'autres affaires. Puis Carlos, il joue dans mes affaires, mais il veut faire d'autres choses aussi. Puis même vous, là, vous tripez sur d'autres affaires, tu sais. Et tu sais, je vous dis, tout le monde l'a fait, là. Il y a plein de bandes qui l'ont fait, là. Des bandes bien moins connues, là, qui ont été capables de faire des coupures, de break. Tu sais, à l'époque, j'y croyais. Je me suis dit, on prend 2 ans, 1 an, même pas. On fait des projets, tu sais. Puis on revient, on s'installe, on fait un album, on fait une tournée, tu sais. Mais ils n'étaient pas prêts à entendre ça, les gars. Puis pourtant, après 2-3 ans, les Soutos ont parti des Zigotes, un band plus hard rock. Ils ont été même, Oscar a été avec Carlos dans un autre band de power metal. Araya, il joue dans Barf, il joue dans quoi? En tout cas, il a joué dans un autre band aussi avec Oscar, comme je disais. Tu sais, fait ça s'est passé, mais je pense que c'était pas le bon timing était pas le bon timing. Moi, je leur ai demandé de me faire une promesse de jamais arrêter puis de prendre Jeff Fortin comme guitariste parce que c'était comme trop évident. Et ça faisait des années qu'il travaillait pour nous.
en tant que technicien. En plus, à l'époque, il était producteur et réalisateur, pas producteur, mais réalisateur d'albums. C'était un whiz, là. Jeff, c'était un whiz, littéralement. Puis la force d'être avec vous autres, connaissait tout le matériel. Ben oui, puis... totalement, tu sais. Puis je me souviens, il voulait pas prendre ma place, il voulait être le nouveau guitariste, t'sais, et non le nouveau chanteur ou lui qui remplace Marco Cagliari. Ça n'a jamais été ça. C'est le nouveau membre, puis il fit au bout. Hein, puis, et ils font plein de bons albums depuis. Oh oui. Je sais, le dernier Sacrifice, j'ai écouté. C'est très, très bon. Oui. Fait que c'est ça, c'est l'histoire. On a fait chambre à part, puis Araya, il a tourné beaucoup avec moi après. Ça a été difficile, pas difficile. En fait, ça a été difficile intérieurement, mais c'est mon meilleur ami. Fait qu'on parlait juste pas de ça. Oui. Ça a pris des années avant qu'Oscar et moi on reconnecte, mais pas par. Mais c'était pas. On n'était pas. Comment je peux dire? On n'était pas en tabarnak, on était juste triste, en fait. Oui, mais c'est comme une. Quand je sais pas, quand tu te casses avec une fille que tu as aimée super longtemps. Écoute, c'était vraiment une grosse peine d'amour pour tout le monde. Là. C'était wow! Ça fessait, là. Ça a été. La première année, là, c'était vraiment une grosse peine d'amour. J'ai vu plus souvent ces gars-là que mes parents. T'sais. Ah, mais 17 ans d'Anonymous ensemble, tu sais, c'est énorme, là. C'est énorme. Puis ça, on compte pas. On vous dit pas le nombre de fois qu'on était dans le local de pratique parce que c'était épouvantable dans le sens que c'était du drill, comment je peux dire, de l'armée, là. C'est de la chirurgie, là. Faire du métal, c'est de la chirurgie, là. Ah oui, il faut que ça soit tête. À la vitesse que ça roule, il faut que ça soit tête. C'est tellement physique, là. Non, les gars, ils ont appris, tu sais, un peu de laisser aller, puis d'être un peu plus relax avec le projet, puis tu sais, puis faire les choses plus intelligemment, mettons, là. Je sais pas que c'était pas intelligent avant, là, mais plus avec du temps. Puis ils font très bien, ils ont appris, ils s'en ont bien sortis. Ah oui, non. Le métal est encore vivant au Québec. Oui, totalement. Puis là, maintenant, c'est ça, t'es rendu avec 6 albums solo. 6 albums solo. Bang Bang, il est sur Spotify, mais il est-tu sorti officiellement? Oui, il est sorti officiellement le 1er février. Okay. Le lancement, c'était le 28 janvier pour commémorer vraiment le 30e, le jour où Carlos Araya a reçu son drum. Fait que 28 janvier 2019, 30 ans plus tard. On a fait le lancement à la Casa d'Italia à Montréal. Anonymous était sur scène avec Julio Lotuba, Jean-Sébastien Leblanc, clarinette, Lucio Altobelli qui a arrangé l'album au piano et piano et accordéon. J'avais tout autre monde, coudonc. Non, c'est ça, les gars d'Anonymous, c'était hallucinant. Là, en fait, c'est parce que Cagliari Bang Bang, je voulais pas l'appeler l'album 30e anniversaire, mais je voulais qu'il y ait un lien qui soit inspiré de 30 ans de carrière. Donc, Anonymous est dans le projet, sont dans l'album. Oui. Des fois, sont en support, dans une fin de refrain ou dans une finale de tune, ou des fois, sont dans des bouts. C'est très bien mixé, fait qu'on peut vraiment, si t'écoutes ça, mettons dans des écouteurs, là, puis pas dans un char ou dans un ordinateur, tu peux vraiment là, bien sentir les niveaux, tu sais, carrément les niveaux, les textures de tout le monde, c'est autant toute la gravité de musique du monde et aussi le côté un peu plus hard, mais il fait pas peur aux gens qui sont pas habitués à écouter du heavy metal. C'est sûr que la dernière tune, c'est un conte avec Michel Faubert, et là, c'est vraiment des bouts d'Anonymous. Oui, non, c'est tous des bouts de tunes connues. Exactement. Là, fait que pour les connaisseurs d'Anonymous, c'est le fun, tu sais. Et pour les non-connaisseurs, ben, c'est un peu une façon d'amener, d'ouvrir la musique heavy metal aussi à des auditeurs qui sont moins habitués. Nous autres, on l'écoutait dans le char. On était arrivés puis on attendait que l'histoire finisse parce qu'on voulait écouter l'histoire jusqu'au bout. Ben oui, c'est 13 minutes. C'est vraiment... C'est une toune artistique, là, littéralement. Donc non, mais c'est merveilleux, là. C'est drôle de te voir. Des fois, on disait que tu cherches tes mots, tu sais, faire la traduction, puis tout, tu sais, c'est vraiment très bien rendu. Comme moi et toi en ce moment, c'était vraiment un face-à-face avec nos deux textes. Puis on a fait une coupe.
Puis oui, des fois, oui, il y a comme une espèce de... Des fois, j'étire un peu. Puis c'était voulu et pas. Parce qu'il y avait de la lecture et de l'improvisation aussi là-dedans. Mais c'était le fun, tu sais. Puis au début, Michel Faubert, il se demandait, je disais, ouais, tu veux-tu vraiment que ça dure longtemps de même? Tu sais, oui, c'est important. Faut que c'est important. C'est vraiment une bulle. Puis c'est correct. Ah, c'est magique. Bon, moi, j'ai adoré ça. On l'a fait au lancement. On l'a fait live, c'était débile mental. Débile. Puis incroyable. Là, je sais pas ce que je vais... En fait, j'avoue, j'ai même pas décidé encore qu'est-ce que j'allais faire en show pour cette tune-là. Si j'allais la faire et comment je vais la faire, mais... Ah oui. La rentrée montréalaise, c'est le 10 octobre, fait qu'il faut que je me branche là bientôt. J'ai bien aimé Patria Mia. Oui. C'est... Je sais pas. Moi, j'ai un gros... de ce temps-ci, là, j'ai une fixation là, sur le multiculturalisme et tout ça, parce que ça, j'en parle souvent. J'ai une maladie mentale. Là. Je regarde les... Mettons, je vais sur la presse, le Journal de Montréal, sur Facebook. Je regarde les commentaires. Puis les xénophobes, j'en vois tellement sortir, ça m'enrage là, des fois. Là. Puis j'arrive pas à comprendre que le monde ne sont pas capables de comprendre. C'est pas ta couleur, c'est pas ça qui fait que t'es qui. Ce qui fait que t'es qui, c'est ta famille, comment tu as grandi, le monde que tu as côtoyé, c'est ça qui fait que ce que tu es aujourd'hui. Ouais. Puis cette chanson-là, c'est ça qu'elle explique, tu sais, que c'est tout ton environnement, c'est tout le monde avec qui tu as grandi, qui font qu'aujourd'hui, tu es Marco Cagliari, tu sais. Mais ça, cette tune-là, vraiment, je l'ai bien aimé. Puis j'aimerais ça, parce que je sais pas si tu avais choisi une chanson pour mettre à la fin du podcast. Non, tu mets ce que tu veux. Parce que moi, je mettrais probablement Patria Mia à la fin du podcast, là, parce que je pense que c'est... Parce que sur l'album, c'est ça, il y a des interprétations, des nouvelles interprétations de vieilles chansons italiennes d'artistes et d'auteurs que j'adore puis que j'ai toujours qui m'ont inspiré. Il y a des nouvelles tunes, Braccio Forte, Celestina, qui sont deux nouvelles compos qui parlent de gens dans ma famille, là, ma tante et aussi mon grand-père que j'ai pas connu du côté de ma mère. Et il y a Patria Mia qui est en fait, c'est drôle parce que c'est une tune que j'ai écrite il y a longtemps avec Fred Péloquin, mon ancien accordéoniste. Puis c'est une tune qu'en show a toujours levé. Puis mon entourage, je sais pas si c'est parce que c'est la seule tune en français ou une des rares tunes en français que j'ai mis sur bobine, mettons, parce que je l'avais enregistrée pour qu'elle sorte sur mon album d'Alpha West en 2010. OK. Puis je l'ai pas mis. Je l'ai sorti des années plus tard sur un genre de deluxe édition sur iTunes. Fait qu'elle est comme à part, tu sais. Fait qu'elle a pas eu vraiment un vrai support médiatique, si je peux dire. Mais pour moi, c'est la tune la plus vraie de tout mon répertoire, tu sais. C'est mon histoire. C'est l'histoire de mes ancêtres. Puis mon équipe, si je peux dire. Puis j'ai pas une équipe que ça, là. Pensez pas que j'ai... que j'ai une méga maison de disques, là. Premièrement, je suis un indépendant avec ma maison de disques, mais j'ai eu des adjoints, tu sais, puis des gens qui m'aidaient. J'ai eu un gérant à l'époque pour un album qui est encore un très grand ami. Puis il y a beaucoup de gens alentour de moi qui me disaient « Ah non, mais elle est comme pas parfaite, tu sais, la toune. » Mais moi, ils m'ont toujours fait douter. Puis pourtant, j'en ai gagné de la confiance avec les années. Mais ils m'ont tout le temps donné cette espèce de « Ah, est-ce le temps? Est-ce pas le temps? Es-tu correct? Es-tu pas correct? » Puis là, j'ai fait comme « OK, là, je mets la hache de guerre là-dedans, là, sur mon 30e, sur Bang Bang, elle va être là. » Puis on l'a repeaufiné. J'ai même changé un peu le texte avec Fred Péloquin. Juste, OK, gars, donnons-nous la peine pour tous ceux qui m'ont comme, pas persécuté, mais qui m'ont comme donné leur avis de « Oh non, elle n'est pas encore parfaite, elle n'est pas ci, elle n'est pas ça. » Là, j'ai fait comme « Fuck off, là, on y va, on la repeaufine, puis on l'a fait. » That's it. Puis là, je l'ai faite. Je la tourne en show, ça va super bien, ça lève, puis c'est une tune importante. En tout cas, pour moi, c'est une tune importante parce que c'est aussi la seule tune que le public francophone comprend sur le fait même. Tu sais. Ouais. Puis là, tous avec ce moment-là, ben, ils comprennent exactement le pourquoi du comment que je suis là. Tu sais. Et pourquoi je leur chante en italien, puis pourquoi je leur parle en québécois entre les tunes. Tu sais. C'est ça, c'est ce lien-là. Il faut qu'il se fasse. Sinon, ça sert un peu à rien, tu sais.
Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu la petite histoire de Patria Mia. OK. Non, excellente tune. J'ai vu aussi qu'une énième version de Tierra. Qui c'est. Ça aussi, parce qu'il y a 5 ans, les Francopholies nous donnaient carte blanche m'ont donné la carte blanche sur la grande scène. Aucun média n'a couvert ça, mais il y avait 60 000 personnes. Mon 25 ans de carrière sur une scène. J'avais une chorale, j'avais mon band, j'avais Anonymous, j'avais Michel Faubert, Stephen Faulkner, Louise Forestier, puis Paul Piché. Tout le monde réuni sur scène. On était comme 60 sur la scène. 2 heures de temps. Ouais. Fait que moi, là, j'étais comme un enfant, là, dans un nouveau parc, là, de jeux, là. Bref, je me suis laissé aller, puis j'ai décidé avec les gars, on réunit les 2 versions de Tierra. Fait que c'est la réunion entre la musique du monde puis la version métal. Fait que cette version-là qui est dans le Bang Bang, c'est une version qu'on a créée en répétant et on l'a fait juste une fois au 25e, donc il y a 5 ans au Franco. Et ensuite, je m'étais donné comme but pour le 30e, on va la faire, on va la mettre et on a fait une version débile, là, dans le sens qu'elle est orchestrée, c'est tous des vrais instruments, là, il n'y a aucun clavier. C'est de la vraie argent qui a été dépensé et je suis vraiment dans le trou de 50 000 $ en ce moment. Okay. C'est pas mal ça. Merci aux subventionneux. 4 refus en ligne. Merci de plus subventionner mes affaires. Non, c'est très gentil. Pas, je sais que c'est difficile. Mais Tierra, je suis pas le seul. Fait que... Ah non, je sais, c'est le même ici aussi. C'est le même partout. Je sais. Tierra, c'est un de mes plus beaux souvenirs en show. Pour vrai? Au Spectrum. Avec la porte des étoiles en arrière. Tu sais, vous aviez moi, ça me faisait penser à la porte des étoiles. C'est vrai. Puis là, c'était pendant, je pense, la 2e partie. Puis là, tout le monde arrivait avec des toges sur le stage. C'était un moment magique. Oui, ça. avec Croteau. Sébastien Croteau était sur la scène. Il y avait toutes j'avais oublié ce moment-là. Ouais. Moi, j'étais au balcon. J'avais une super belle vue. Ça, c'était fou comme show. Ça, c'était une affaire que je me donnais des frissons. Ça, c'était une affaire là, qu'Anonymous, là, on s'est tout le temps donné la peine, tu sais. On faisait nos backdrops nous-mêmes, on faisait tout nous-mêmes, tu sais. On montait les décors, tu sais, c'est ces moments-là les plus précieux, je pense, de mes années avec Anonymous. C'est, écoute, c'est vraiment là, d'être dans une espèce de hangar en train d'étaler nos toiles, puis là, Oscar d'amener les patrons, puis là, Oscar, c'était lui c'est le graphiste du band, fait que c'était lui qui savait où on s'en allait, fait que là, OK, go, OK, tu peinture là, OK, on peinture là, Écoute, c'est tout fait par nous, tu sais, c'était tellement important. Le show Stress au Spectrum, c'était malade mental. Instinct, où on changeait de décor arrière 2 ou 3 fois, les backdrops. Moi, je me souviens, c'était une des premières fois aussi que je sortais ma guitare classique devant le rideau. Et là, c'était juste moi avec ma guitare classique où je jouais Obstinato dans Ni Vu Ni Connu. Il y a l'espèce de tourne. Ça fait longtemps que j'ai écouté cet album-là. En tout cas, ça, puis je pense après c'était Tierra ou quelque chose de même quand on ouvrait les rideaux. Mais c'était, tu sais, il y avait vraiment de la mise en scène, c'était quelque chose. Pour des gars qui faisaient pas d'argent, vous donnez le trouble de monter ça, puis après ça, faut que tu le montes, tu le démontes, tu le transportes. Gars, tu viens de... Aïe, si les mots pouvaient, en tout cas, pas parler, mais pouvaient avoir des chiffres et des heures et des... c'est qu'on a fait, là, ça n'a pas d'allure. Puis là-dedans, en plus, la pyrotechnie. Ceux qui ont vu les shows d'Anonymous, là, la pyrotechnie, ça coûte de l'argent, là. Nous, on mettait tout là-dedans, là. On mettait tous nos cachets, là, des cachets. Il n'y a pas de cachets, là. On louait la place, puis on prenait les billets, puis tu sais, puis si tu as acheté un chandail d'Anonymous dans ta vie, tu as contribué directement à faire péter un pétard ou à payer un bout de gaz pour se rendre au prochain show. Tu sais, c'est direct, là. C'est vraiment direct. C'est vraiment cool. C'est le fun de voir là, où ce que t'es rendu. J'ai vu aujourd'hui, tu as lancé un super beau concours. Ben oui. Et quelque chose. Oui, écoute, bon, à travers tout ça, ces 6 albums-là en italien, à partir du premier album, on a commencé à défricher en Italie, trouver des contacts, puis des agents de spectacle, des trucs comme ça. Puis j'ai commencé à tourner vraiment à partir du premier album. Puis je peux dire que depuis 17 ans, là, je fais des tournées à chaque année, 1 à 2 tournées par année en Italie.
Puis il y a 5 ans de ça, j'ai eu mon seul et unique enfant, Milan. Et je me suis demandé comment je peux aller en Italie, continuer à faire mes tournées, mais aussi amener ma petite famille avec moi. Tu sais, je veux léguer cette culture-là à ma fille. Fait que je me suis dit, écoute, je vais essayer quelque chose. Je suis assez fou pour le faire. Je vais demander à mon public si ça y tente de venir en Italie avec moi. Fait que j'ai créé l'Italie avec Cagliari où il y a 5 ans de ça, j'ai proposé la côte amalfitaine, 1 semaine, un voyage tout inclus, où j'ai aussi j'ai voulu donner envie, pas envie, mais une accessibilité à l'Italie. C'est moi, mon public, c'est toutes sortes de monde, toutes sortes. Puis c'est pas tout le monde qui a de l'argent. Puis c'est là que ça devient le fun. Et extrêmement humain aussi et touchant. Puis je ne savais pas quand je l'ai créé, c'est que moi, je voulais que ça soit le moins cher possible. Écoute, on a créé un voyage en 1925 $, tout inclus 1 semaine en Italie. Écoute, on a eu 105 personnes. Puis des gens de partout dans le Québec. Là, on parle du Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord, l'Abitibi, bref. Tout ça parce qu'à chaque show, à un moment donné, dans le micro, ça vous tente-tu de venir en Italie avec moi? Bien sûr, tu sais. On peut y aller. Écoute, venez me voir après le show. J'ai un flyer pour toi, tu sais. Puis de là, fait que ça s'est fait vraiment bouche à oreille, ou micro à oreille plutôt. Puis on a ramassé tous ces gens-là. Puis il y a des gens là-dedans, là, écoute, c'est comme leur seul voyage d'une vie, là. Il y a des gens qui sont jamais allés en lune de miel, là, après 50 ans, là, tu comprends? Puis ils décident de partir avec moi, là. Je suis qui, moi, premièrement? Puis parce qu'ils veulent vivre ça avec moi, puis ils ont un genre d'ambassadeur qui va prendre soin d'eux parce que je suis là avec eux. Oui. Je fais pas ma star où je ressors juste à la dernière soirée prendre un verre avec eux, là. Je suis avec eux tout le long, là. Puis je trouve ça triste parce que tous les gens qui me parlent de l'Italie, qui sont déjà en Italie, ils me parlent jamais de la mer, de la Méditerranée. Parce qu'ils veulent tout faire. Venise, Rome. Ouais, les grands centres. Mais finalement, ils n'ont jamais touché à la vraie Italie, qui est vraiment sur les côtes et qui est dans les petits raccoins, tu sais. Fait que c'est ça que j'offre, moi. Puis, fait qu'on a buildé ça, la côte amalfitaine 1 année, la Toscane l'autre année, toujours sur l'eau, toujours parké sur l'eau, sur le bord de l'eau. Et la 3e année en Sicile, c'était débile mental. Et là, cette année, on est dans le Veneto, dans le Trentin, fait que la région Montpart et Venise, bref. Là, on est là 11 nuits, on part là. D'ailleurs, il reste 4 places si jamais ça vous tente. On part bientôt, mais parce qu'il reste quand même de la place. C'est quand dans le 9 septembre, on part. Non, 7 septembre. Et là, à matin, là, on est le 13 août, quand on se parle en ce moment, on a parti un concours. Pour la 5e édition, on a des partenaires qui ont voulu s'attacher à nous, qui est l'agence de voyage avec qui on fait affaire, et comment je peux dire, un jeune, c'est un jeune couple. Elle est italienne, lui est québécois, puis elle a des origines de la Calabria, qui est le sud de l'Italie. Ils font de l'exportation de vin, mais vraiment ils commencent, puis ça leur tentait d'embarquer dans ça. Fait que ils offrent littéralement deux places pour le prochain voyage qui va être pour le voyage en septembre 2020. Puis tout le monde peut participer, sauf les gens proches de moi. Mais tout le monde peut y participer. Vous allez sur l'Italie avec Cagliari.com et pendant 1 mois, vous avez jusqu'au genre 19 septembre, si je ne me trompe pas, pour vous inscrire. C'est juste une inscription. Puis de là, chaque nom va être imprimé dans une boîte. Puis on va le faire live le 20 septembre à peu près. Puis on va annoncer c'est qui le gagnant qui va se mériter 2 places dans le prochain voyage. Fait que vraiment un gros merci à Uvino, il s'appelle, qui est le vin, mais en calabrese, et Bellator qui ont décidé d'embarquer dans cette folie-là. Fait qu'à chaque année, on change de province. Puis tout le monde peut venir. Là, après le concours, là, ça va être ouvert à tous au niveau de... Vous allez voir le prix puis tout. Puis c'est toujours en bas de 3 000 $. Puis c'est à peu près... C'est entre 1 semaine et 2 semaines. Okay. Fait que là, pour la Calabria, je ne sais pas encore exactement combien de jours. Mais ça ressemble à ça. Non, c'est vraiment un beau concours. Puis de voir que la première année, tu me disais que tu as eu 105. Quand même, hein? Tu te dis... ça fait un méchant gros groupe. Le prix était ridicule aussi. Okay. Dans le sens que c'était
En fait, il y a des gens, je veux dire la vérité, il y a quelques personnes qui sont venues sans me connaître. Là. C'était juste parce qu'il y avait un deal. Oh oui, totalement. Okay. Et j'ai eu des beaux commentaires. Là. J'ai eu de très beaux commentaires, dont de ces gens-là qui me disaient on venait pas pour toi, mais merci puis chapeau parce que ta présence, j'étais tout le temps là avec eux, puis le fun, tu sais. Moi, j'appelle ça mes voyages désorganisés parce que j'offre un clé en main, mais il y a des trous là-dedans, tu sais. Puis vous faites ce que vous voulez. Oui. Puis, parce qu'il y a des excursions qui sont facultatives, donc tu as le choix. Tu peux les faire ou pas. Moi, mon but, c'est que ça te coûte le moins cher possible, puis qu'on tripe tout. Fait que, mais si ce jour-là, tu veux pas venir avec nous, puis tu veux te louer une Vespa, puis aller au petit village à côté, vas-y, mais moi, je t'encourage à faire ça. Puis des fois, ben moi, ça m'est arrivé de pas faire toutes les excursions. Et le jour même, ben au déjeuner, ben à dire à tout le monde qui sont là, ben écoute, moi, aujourd'hui, je m'en vais à la plage dans l'autre village, je prends l'autobus. Ceux qui font pas l'excursion, ben venez avec moi, tu sais. Fait qu'il y a bien du monde qui venait faire ça, puis ils découvraient d'autres places, puis fait que c'est ça le côté désorganisé, mais qui est le fun, tu sais. Non, mais c'est le fun d'avoir un petit peu de liberté, tu sais, puis... Il y a deux sortes de monde qui viennent avec nous, tu sais, les gens, des sauvages et les moins sauvages. En fait, des gens qui ont besoin vraiment d'un accompagnateur, puis qui ont besoin de cette confiance-là, mais il y en a d'autres qui sont vraiment un peu plus tu sais, ils ont un peu peur de la foule, puis c'est correct, c'est vraiment correct. Fait qu'eux, ils veulent être dans leur bulle, puis profiter du tout inclus que je leur ai offert, tu sais. Puis c'est pas un truc à la Éric Lapointe, là. Je veux rien enlever à Éric Lapointe, là, mais... Une croisière ou ce que... Ben, en fait, c'est un party, c'est ça. C'est pas la débauche. C'est sûr que tu peux aller faire un feu sur la plage, puis t'acheter une caisse de vin, là. Vas-y, puis fais-les, y a pas de trouble, là, tu sais, mais dans le sens que c'est pas le même genre de public, mais c'est tout du monde le fun. Vraiment le fun. Toutes sortes d'âges, puis c'est sûr que nous, on est hors saison, fait qu'il y a pas beaucoup d'enfants. Il y a ma fille, que je sors d'école pour qu'elle vienne, fait que c'est rare qu'il y ait des enfants, parce que c'est pas tout le monde qui sorte leur enfant de l'école pour venir avec moi. Toute la crowd qui te suit aussi, ça t'a diversifié parce que t'as du monde qui t'ont connu dans Animus, qui sont des metalheads. C'est large. Puis tu vas avoir la maman de 65 ans qui tripe sur la musique italienne puis qui t'a découvert, tu sais. C'est large, là, c'est capoté, là. C'est vraiment... tu sais, c'est sûr que je veux pas... La télé a fait que, tu sais, mes parfois les bombes, puis tout le monde en parle, puis les saluts bonjour, puis tous les autres trucs m'ont amené à un crowd plus... Je vais dire plus âgé, même si ma musique est vraiment très festive, tu sais. Vraiment. Tu sais, moi, en show, là, je me suis permis, j'ai un album qui s'appelle One Night, que j'avais besoin d'un peu de calme. C'est le seul album que j'ai de relax. J'ai 8 musiciens autour de moi. C'est un live. Mais c'est intense. Les histoires sont intenses, là. Tu sais, je parle d'antifascisme, puis... je parle d'histoires tristes, là. Puis c'est pas nécessairement l'amour bonbon, là. On n'est pas là-dedans, là, mais pas en tout, là. Fait que, mais il y a vraiment un crowd plus âgé qui vient avec moi, qui vient me voir, même si ça pourrait être, tu sais, quand on fait le même show dans un bar ou dans un bar, en fait, dans un bar, ben, c'est le party total, là. C'est le monde il fait sur le capot, là, puis ça trash quasiment, là, tu comprends? Là, en fait, semaine dernière, je jouais à Matane. Ça, c'est méchant bon call du festival EOL à Matane. Cagliari, Cowboy Fringant. Oh. Là, j'avais finalement accès à un public qui est à jour, pas à jour, mais comme à niveau à la fête qu'on propose, tu sais. Oh oui. Tu sais, je veux dire, ça fitait, là. Ça fitait à tabarouette, là, même que ça rockait ensemble. Ah non, j'imagine, parce que les cowboys, ça... Les cowboys ont un fanbase très alternatif, si je peux dire, très fêtard, le fun, tu sais, ils ont des belles tunes, les cowboys, mais leur show est 3/4 festif, là, puis dans le tapis, là. Fait que j'étais super content parce que finalement, j'avais accès à mon public, un public que j'aimerais avoir. Je l'ai, mais ça dépend du contexte, c'est une affaire de contexte, moi, j'ai eu accès à toutes les plus belles salles du Québec, puis ces salles-là attirent pas des jeunes, ils attirent des gens qui ont des abonnements. Oui. Fait que c'est juste ça qui est arrivé. Mais les festivals, quand je suis invité dans plusieurs festivals, ben là, le public est extrêmement varié, comme ça se peut pas, là. Fait que c'est la réalité de mon public. Fait qu'on quand ils sont un peu plus...
Des fois, ils sont un peu plus âgés. Fait que moi, je change rien. Là. Le show reste extrêmement festif. Puis inquiète-toi pas qu'il lève pas à peu près. Là. Non, c'est cool. Mais écoute, je sais pas si t'as autre chose. On est rendu à 1h30. Malade. J'adore. Ça passe vite, hein? Pas de limite. Ouais. Non, Pas j'avais pas mal. Ben écoute, comme je te dis, j'ai pris des petites notes, mais je prends jamais beaucoup de notes. Je vais donner quelques petits scoops. Le 10 octobre, c'est la rentrée montréalaise. Oui. Si jamais ça vous tente. C'est un lieu exceptionnel qui s'appelle la Casa d'Italia, qui a été fondé dans les années 30. Avec l'argent de Mussolini, oui. Au moins, il aura laissé ça... il aurait laissé ça en legs. Un centre culturel italien qui dort un peu. Et que moi, depuis 1 an et demi, je fais des cabarets qui s'appellent le Cabaret Cagliari, où j'invite un artiste. J'ai invité Marc Derry, j'ai eu Michel Faubert, j'ai eu Mamselle Ruiz, j'ai eu Bia. Les prochains, je t'inviterai. Et là, il n'y a pas encore la cédule de la prochaine programmation de Cabaret Cagliari. Je vais être obligé de slacker un peu parce que ça a été une année extrême, disons. Mais c'est sûr que le 10 octobre, c'est la première montréalaise avec mon nouveau quartet. J'ai Tim Savard, multi-instrumentiste de Saint-Félicien. J'ai Marianne Arsenault, une super bassiste qui vient de Rimouski. Demetrio Mazzo, drummer d'origine italienne comme moi, qui joue dans plein de projets. Fait que c'est un quartet qu'on a monté pour la tournée Cagliari Bang Bang qui va se promener un peu à travers la province et plus encore. Fait que ça part le 10 octobre. Les billets sont en vente. Allez sur mon site web ou sur événement Facebook. MarcoCagliari.com. Tout est sur MarcoCagliari.com. Puis en même temps, il y a un artiste italien. En fait, c'est parce que depuis tout le temps que je vais en Italie, je ramène des artistes italiens avec moi. OK. Puis j'ai développé un concept qui s'appelle Marco Cagliari présente directement d'Italie. Des artistes d'Italie. Là, en ce moment même, j'ai Pepe Voltarelli de la Calabria qui est en tournée. Des fois, il est en show avec moi. Et des fois, il est en solo. Là, il était allé à Chicoutimi, il est allé à Sherbrooke. Désolé. À Grenville-sur-la-Rouge, il va aller à Nicolette. Bref, il y a une tournée jusqu'au 25 août. Et là-dedans... il y a un groupe avec qui je fais beaucoup affaire, que j'ai amené ici souvent, qui s'appelle les Matti delle Giuncaie, qui veut dire les fous des marécages. Le guitariste, il est parti du band il n'y a pas très longtemps et lui, il est devenu auteur en même temps qu'il fait de la musique. Il a sorti des genres de livres sur le rock. C'est un grand mélomane de rock. Okay. Et il a décidé, il est fasciné par ma carrière, il a décidé de faire une biographie musicale qui est vraiment sous édition italienne. On n'a pas d'éditeur encore québécois, mais il sort sous une édition italienne et en octobre, en fait, presque en même temps que la rentrée montréalaise, il y a un livre avec beaucoup de photos, beaucoup d'informations sur vraiment ma bio musicale à travers 11 albums d'Anonymous à maintenant. Ça s'appelle Cagliari Bang Bang. C'est avec le même pochette. Ça va être en français? C'est en français, oui. Oui, il y a l'édition francophone. Il y a l'édition italienne puis une édition francophone. Cool. Il n'y a pas d'édition anglaise, mais on cherche des éditeurs un peu partout. Mais c'est cool, c'est vraiment le fun. C'est pas... il n'y a rien de salé, là. Il y a rien de. c'est pas une bio à la Gene Simmons, là, loin de là. Ça, peut-être j'irai là-dedans quand j'aurai 75 ans. les dessous de tout ça. Mais là, c'est vraiment purement biographique. Puis c'est le fun parce qu'il y a des commentaires de plein de gens aussi, de gens que j'ai côtoyés puis que je côtoie. Fait que c'est le fun. C'est un beau clin d'œil. Je suis bien content d'avoir cette opportunité-là, d'avoir Andrea Gozzi, s'appelle, lui qui a fait de la bio. OK. Fait que c'est ça qui s'en vient. All right, cool. Hey, merci beaucoup, Denis, Marco. Une poignée de main en vidéo. Quand t'es né à Saint-Michel, d'une famille venue d'ailleurs. Quand t'es né à Saint-Michel, d'une famille venue d'ailleurs. Ta culture pis tes amis sont aussi métissés que toi. Ta culture pis tes amis sont aussi métissés que toi. À l'école, on apprivoise une langue bien d'ici. Ta patrie, la patria mia, de culture qui me tiennent à cœur. Tarentelle et rigodon, au menu, ça va brosser.
quand t'es né à Saint-Michel, de parents venus d'ailleurs. Ta culture, tes histoires et tes récits portent l'empreinte de leur pays. À l'école, on apprivoise une langue bien d'ici. Ta patrie, la patria mia, s'accorde et s'harmonise. Quand tu vis à Montréal, sur une île au cœur battant, au rythme de ces gens qui tressent plusieurs accents. 4 saisons passionnées, 1000 raisons de rêver. Hier j'ai fait le tour du monde en marchant dans mon quartier. Quand tu rêves de l'Amérique, comme mon père à 18 ans, prêt à quitter son Italie pour goûter une autre vie. L'appel de l'aventure, grand départ vers l'inconnu, traversée remplie d'espoir, mais ce n'est qu'un au revoir. Arrivederci. Débarqué à Montréal, 11 février 61. Débarqué à Montréal, 11 février 61. Le fret m'a pogné jusqu'aux os, la grappa m'a sauvé la peau. Le fret m'a pogné jusqu'aux os, la grappa m'a sauvé la peau. Una bella bionda de chez nous m'a demandé dansez-vous. Sans aucune hésitation, l'ai attrapé par le jupon. Vous allez danser ma belle, la plus belle des tarentelles. Mais le sang s'abat sur nous. Mais le sang s'abat sur nous. Dans ce pays, on n'en joue pas. Dans ce pays, on n'en joue pas. Rigodon ou Taran